Que dit la presse? Que dit la presse? Jeudi 18 décembre 2025, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. L'émission Que dit la presse, l'avant-dernier numéro de cette semaine que nous démarrons tout de suite avec la une des quotidiens parus et parvenus à la rédaction de Crystal News. Et c'est le quotidien Le Patrimoine qui nous accueille avec en sa manchette « Discours sur l'état de la nation ». Patrice Talon attendu au Parlement le mardi 23 décembre. Bénin intelligent. Talon promulgue la réforme du septennat et du Sénat. L'autre quotidien, environ 10 jours après la tentative déjouée de coup d'État, Patrice Talon s'entretient ce jour avec la presse nationale et internationale. Promulgation de la Constitution révisée, le Bénin s'ouvre une nouvelle ère démocratique. Quotidien L'Indépendant, tentative de coup d'État déjouée, le Bénin rassure par la stabilité et la continuité de son économie. Quotidien La Boussole, Constitution béninoise, Talon promulgue la loi instituant le Sénat et le septennat. Après les événements du 7 décembre dernier, Talon face à la presse ce jeudi. Affaire Candide Azanaï, son parti dément les rumeurs de sa libération. Le projecteur Talon face à la presse ce jour, de nouveaux déballages en vue sur la tentative de putsch déjouée. Tentative de coup d'État du 7 décembre dernier, l'ancien maire de Porto-Novo Emmanuel Zossou dit non à la forfaiture et loue le courage du président Talon. Matin libre, crise politique au Bénin, CEDEAO, quel sort pour l'appel au dialogue et à des élections inclusives, s'interroge le quotidien. Toujours avec Matin libre, la loi révisant et complétant la constitution promulguée a aussi été dans un vœu pieux. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, remise de drapeau au Guépa ce jour, une première en terre étrangère. Quotidien Le Meilleur. Élections communales et législatives, les partis politiques en lice reçoivent des spécimens des bulletins uniques. Phase 3 du programme Redevabilité de la coopération suisse, la HAC signe un mémorandum d'entente avec CFA Consulting Group HMBH. Interpellé mardi dernier, le député LD Soumaïla Sounomboké placé en garde à vue. Dynamisme Info, recommandation du Parlement de la CEDEAO à la rupture. Daniel Eda en phase plaide pour un dialogue national inclusif. C'est tout pour cette première partie de votre émission Que dit la presse. Tout de suite, nous installons les confrères en studio pour l'instant débat. Que dit la presse? Que dit la presse? Et nous sommes du retour dans ce studio pour l'instant décryptage de l'actualité. 3 confrères en studio. Aubry Phileas Nyankaga. Aubry, bonjour. Bonjour, chers amis, bonjour aux auditeurs. Fidèle Vaudou non fidèle, bonjour. Bonjour Casimir, bonjour à tous les amis internautes. Le dernier et troisième confrère dans ce débat, c'est bien Eman Aniambossou. Eman, bonjour. Bonjour Casimir, bonjour aux amis auditeurs de Crystal News. Bonjour également à mes 2 confrères qui sont déjà en plateau. Je veux parler de Fidèle et de Aubry. Eman Aniambossou, l'actualité aujourd'hui, c'est la promulgation de cette constitution, la nouvelle révisée dans la nuit du 14 au 15 décembre dernier. Vous avez lu dans les journaux avec moi que le chef de l'État, Patrice Talon, a promulgué cette constitution-là ce mercredi après la décision de la Cour constitutionnelle. Oui, Casimir, ok, c'est vrai, j'ai lu dans les journaux, pas que dans les journaux, il y a déjà un compte rendu du Conseil des ministres tenu hier dans la journée du mercredi qui annonce qu'effectivement, après le contrôle fait par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État devait promulguer la dite loi, donc la dite modification. Mais moi, je parlerai plutôt de promulgation annoncée, parce que jusqu'à cette date, jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse cette émission, on ne peut pas encore dire que la loi a été promulguée, parce que la loi promulguée suppose qu'on a les nouvelles dispositions
Constitution au complet et que nous avons la signature du chef de l'État au bas et tout, avec la signature du ministre de la Justice et tout, garde des Sceaux et tout. Et donc, à ce stade, on ne sait pas encore si la loi est vraiment promulguée. Mais pour s'en tenir aux dispositions qui ont été modifiées et qui ont été relayées par le quotidien matinal, on peut dire que oui, qu'il y a eu assez de modifications, contrairement à ce qu'on espérait avant même que cette modification ne soit actée au Parlement. Je pense qu'il y a beaucoup de modifications sur lesquelles on pourrait revenir si le temps le permet. Bien sûr. Aubry, vous avez également lu cette annonce-là déjà au Conseil des ministres de la promulgation de cette loi, la loi fondamentale du Bénin. Oui, mais dès que la Cour constitutionnelle a validé justement la nouvelle constitution, il revenait au chef de l'État de la promulguer. Ce qui, me semble-t-il, a été fait le 17, au Conseil des ministres le 17 passé. Cette constitution qui, ma foi, contient des innovations majeures et qui aidera le Bénin à avoir un système démocratique bien sage, un système démocratique bien éclairé les jours à venir. Fidèle Vaudouno. Oui, je porterai les gants un peu comme Herman Amossou pour dire que l'acte de la promulgation devrait pouvoir être rendu public pour que nous ayons véritablement de la matière pour opiner. Cela dit, la question de la promulgation de la loi ne devrait pas être sujet à polémique dans la mesure où, quand on remonte un peu l'historique justement de cette modification, on est en droit de comprendre que le chef de l'État n'est pas si étranger justement à ce projet-là. Vous n'êtes pas sans savoir que ça faisait partie déjà des tout premiers chantiers du président Patrice Talon à la tête de ce pays, avec maintes réformes annoncées aussi bien au plan juridique que pour le plan judiciaire, au plan administratif et bien d'autres, y compris même les médias. La modification devait permettre une certaine représentativité des médias au sein de la RAC et bien d'autres choses. Malheureusement, notre réalité politique a pris les dessus depuis plusieurs années avant les dernières tentatives qui ont fini par porter. C'est pour dire déjà que le chef de l'État n'est pas étranger, me semble-t-il, à cette modification-là et que va avoir de conséquences une fois que la Cour constitutionnelle a acté justement la conformité des différentes dispositions retouchées. Eh bien, la promulgation ne devrait être qu'une suite chronologique, je ne dirais pas chronologique, mais logique de l'évolution de cette loi-là en termes d'adoption définitive. Herman Amossou, est-ce que, voyant comment la Cour est en train de donner les délibérés des différents recours, est-ce qu'on ne pouvait déjà pas s'attendre à ce que cette loi-là soit promulguée par le chef de l'État? Je pense que les différents recours ayant été vidés par la Cour constitutionnelle, ce qui est d'ailleurs la preuve de la vitalité de la démocratie, c'est vrai qu'il est déjà arrivé que le chef de l'État, même si la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la nouvelle loi votée, il est arrivé déjà dans notre pays que le chef de l'État demande une seconde lecture de la dite loi. Mais ici, on a constaté que par rapport à tout ce qui a été fait, les recours ayant été vidés et tout, que le chef de l'État a décidé de promulguer la loi. Et donc, oui, en Conseil des ministres, ça a été fait. Mais je pense que le chef de l'État doit poser sa signature au bas de la loi qui a été votée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de polémique autour de la loi. C'est qu'en réalité, la loi qui a été envoyée, la loi qu'on voyait étudier au Parlement n'est pas celle qui est sortie. Ça rejoint un peu ce que un député a dit, une loi peut aller au Parlement en caleçon et sortir en pantalon. Et donc, effectivement, ici, c'est une loi. La loi est entrée en caleçon et est sortie en pantalon parce qu'il y a eu assez de modifications qui ont été apportées à cette loi, à cette constitution-là. Et donc, aujourd'hui, que le chef de l'État décide de promulguer la loi, je pense que c'est la formalité finale, pour ainsi dire, avant la publication au journal officiel. Je pense que, pour ma part, rien de surprenant si le chef de l'État décide de promulguer la loi, sauf que, contrairement aux autres lois qui ont été votées au Parlement, on peut dire que celle-ci a pris un peu de temps à être promulguée, sans doute lié aux derniers événements qui ont secoué un peu le pays et tout. Mais je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que le chef de l'État promulgue et que bientôt on ait la publication au journal officiel. Aubry, quand on connaît cette cour-là depuis son installation et les décisions qu'elle a rendues depuis son installation, est-ce qu'on pouvait ou on pourrait ne pas s'attendre à ce qu'elle confirme cette révision de la Constitution? Je ne sais pas ce que vous mettez dans cette cour-là.
Je ne sais vraiment pas ce que vous mettez dans cette cour. La cour, elle a cette décision et vous et moi ne sommes pas juristes pour savoir les maillons autour desquels la cour décide que telle loi soit conforme ou qu'elle ne soit pas conforme. Encore que tout le monde connaît tout le monde, comme j'aime bien le dire ici. Chacun d'eux est arrivé par un couloir. Et puis il y a des membres que le chef de l'État lui-même a envoyé là-bas, donc d'autres qu'il a nommés lui-même. Alors, vous voulez dire que ceux-là sont redevables au chef de l'État? C'est vous qui l'affirmez, je ne l'ai pas dit, j'ai dit, suivez mon regard, chacun est arrivé d'une façon ou d'une autre à la Cour constitutionnelle. Mais il y a que la Cour ayant vidé les recours, je pense que l'audience était publique et tout le monde a suivi. Les recours étant vidés, il est normal justement que la Cour valide ce texte et ouvre le boulevard justement au chef de l'État de décider d'une seconde lecture ou de promulguer cette constitution. Fidèle Vaudounon, comme Herman le disait, est-ce qu'on pourrait dire que ces deux versions différentes de cette loi-là, il y a une qui est allée à l'Assemblée nationale et celle que la Cour a reçue a été différente, je parle de la version de cette loi constitutionnelle. Non, je voudrais que nous soyons fermes sur la question de version. Parce que dans tous les cas, c'est bien l'Assemblée nationale qui est différente. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, la caricature de la version qui rentre qui sort là, ça reste une caricature. C'est une caricature parce que c'est d'ailleurs, à mon sens, l'indicateur clé de ce que les députés à l'Assemblée nationale ne sont pas des godillots et que justement quand ça vient, ils ont la latitude de voir ce qu'il y a dedans. D'abord la commission saisie au fond qui travaille et ensuite la plénière qui donne aussi son avis. Donc c'est preuve justement de ce qu'il y a un travail de fond qui se fait justement à l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'opposition qu'on a pu observer durant le parcours habituel des lois à l'Assemblée nationale, à sa position qu'on connaît, et plus particulièrement sur justement cette modification de la loi fondamentale. On peut leur concéder, mais cela dit, c'est la preuve que à l'Assemblée nationale, quand la loi arrive, qu'elle soit une proposition ou qu'elle soit un projet, les députés ont forcément leur mot à dire. Le reste, c'est peut-être les jeux d'influence, les lobbies, et ça, ce n'est pas exclusif à la démocratie béninoise, ce n'est pas exclusif au Parlement béninois, c'est partout ailleurs dans le monde. Donc, j'estime pour ma part que cette version de la loi est la version et non une version. Ça c'est déjà ce qu'il faut comprendre à mon sens, et que ce qu'on estime être beaucoup de modifications, moi j'ai parcouru. Depuis hier que nous avons échangé sur le thème de cette émission, moi j'ai parcouru ce que nous appelions nombreuses modifications. Il n'en est véritablement pas question en réalité, parce que quand vous parcourez, vous vous rendez compte qu'il y a des dispositions qui sont venues repréciser en fait les attributions de telle ou telle instance. Il y a des décisions qui sont venues confirmer les attributions de telle ou telle structure. Je ne sais pas, on va peut-être rentrer dans le contenu tout à l'heure et vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien d'extraordinaire sous le soleil à part les 3 ou 4 modifications majeures portant sur la création du Sénat, qui constituerait dans une certaine mesure une seconde chambre au niveau du Parlement, l'institutionnalisation septennat, qui rallonge d'une part, mais aligne quand même les mandats de façon à nous permettre certainement de rentrer dans la dynamique d'année électorale, et les implications au plan économique ne sont plus à démontrer, et bien d'autres choses en réalité. Donc je pense qu'au-delà des modifications majeures dont nous avions déjà été édifiés à travers différents débats, il n'y a pas d'autres formes de modifications particulières qui pourraient donner l'idée que voilà, la loi est rentrée en nuit, est sortie en paille ou en bomba, comme vous semblez le dire. Fidèle, c'est quand même environ une vingtaine d'articles qui ont été modifiés dans cette nouvelle constitution, quand on se réfère à ce que nos confrères du quotidien de Matinal ont publié. Donc vous pouvez même dire une cinquantaine, parce que moi je vous dis que les modifications majeures sont connues. Et c'est de ça que je viens de parler. Les modifications, je n'ai pas envie de parler comme d'autres mineurs, c'est certainement là où vous venez. Viennent pour repréciser un certain nombre de prérogatives dans notre loi fondamentale. Et vous avez oublié de dire qu'il y aura aussi une vingtaine de recours devant la Cour constitutionnelle qui ont été minutieusement étudiés et vidés. Donc, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure au-delà de notre propension. Nous avons tous peur des innovations, des petites révolutions. On en a toujours peur. C'est humain en réalité. Mais en situation, on se rend compte que ce n'était pas impossible. Et suivez mon regard, sur les 10 dernières années, on a été confronté à bien des challenges.
je pense que le peuple béninois a montré toute la preuve de sa résilience, de sa maturité, et personne n'en est mort pour autant à travers les nombreuses réformes que nous pensions pour la plupart impossibles. On n'est pas en Europe ici, on n'est pas à Yogo-Tomé, mais nous avons assuré d'une façon ou d'une autre, parce que ce que moi j'aime dans ce débat-là, et par rapport à la position du chef de l'État lui-même, c'est de reconnaître pour la plupart du temps que ce n'est pas lui, et que c'est souvent le peuple béninois qui montre toute sa force, toute sa capacité à régler les choses. Et ça, c'est tout au mérite du peuple béninois. Herman Aniambossou, vous pensez avec Fidèle qu'il y a des modifications mineures dans cette nouvelle constitution? Bon, modifications mineures ou majeures, je pense que ça dépend de l'angle de lecture de la loi. Parce que c'est vrai, la loi qui avait été envoyée au Parlement et qui avait été divulguée ne portait que sur le Sénat. Mais quand vous lisez un peu ce que le quotidien matinal a publié ce matin, vous vous rendez compte que oui, le Sénat a été l'innovation majeure. Mais à côté également, il y a d'autres innovations majeures. Il y a le mandat présidentiel qui passe désormais à 7 ans avec celui des députés aussi. Et ils ont instauré également ce qu'on appelle le Conseil national de défense. Article 62.1.1. Et donc, il y a beaucoup d'innovations dans cette révision-là. Pour moi, il n'y a pas que le Sénat. Le Sénat, c'est ce que nous savions déjà, mais il y a eu d'autres choses qui ont été ajoutées. Quand vous lisez, par exemple, les dispositions nouvelles qu'il y a dans la Constitution, vous vous rendez compte que désormais, le serment présidentiel est reçu en présence des membres du Sénat aussi, où si mes souvenirs sont bons, j'ai l'article devant moi, mais bon, si je dois recourir à ça, ça va prendre du temps. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont revues, et donc c'est carrément le cœur de la Constitution qui a été touché. C'est ce que j'ai envie de dire. Oui, je voudrais apporter une précision à l'analyse de Herman. C'est que, par rapport à votre référence sur l'article du quotidien, le matinal par exemple, ce n'est pas nouveau. Je voudrais préciser que ce n'est pas nouveau. C'est une publication qui date du 20 novembre passé. Bien et sûr. donc quelques jours seulement après le vote donc, de cette modification-là. Fidèle Bourdon, mais cela ne change rien. Ça change beaucoup de choses parce que vous voulez semblez dire que cette version publiée par le quotidien Le Matinal, elle aussi est peut-être mineure, comme vous l'avez dit, et il y a eu des modifications après. Là, c'est vous qui ne me suivez pas. Je vous dis que cette loi-là a été adoptée, je crois bien, le 14 novembre passé. Oui. Et je vous dis que c'est seulement le 14 novembre, 20 novembre, que le matinal nous a donné la quintessence donc, des dispositions qui ont été modifiées. Donc, ça biaise quelque peu l'analyse de Herman. C'est à Herman que je voudrais apporter cette lumière là pour dire que ce n'est pas une publication qui date de ce matin, par exemple. Okay. De ce matin, je crois que c'est 18 décembre. Non. C'est une publication consécutive, je veux dire immédiatement à l'adoption donc, de cette modification-là. Donc, c'est vous rassurer de ce que les dispositions qui ont été modifiées l'ont été déjà en amont. Et que ce n'est pas une version qui serait sortie, c'est pas de l'arrière-cour de la présidence qui aurait été promulguée. Pas du tout alors. Oui, Herman Aniambossou. Ce que je voulais que nous comprenions tous, c'est que les modifications telles que publiées par le quotidien matinal, je conviens, à une date juste après le vote de la loi, c'est des modifications qui n'étaient pas contenues dans le texte qu'on proposait avant le débat au Parlement. Avant le débat au Parlement, on ne parlait que du Sénat. Et même cette publication du quotidien matinal, ma foi, doit être prise avec pincette. Parce que il y a un collègue à moi qui a demandé à un député, mais écoutez, est-ce que je peux avoir la loi nouvellement, la loi modifiée? Mais il lui a dit non, d'attendre d'abord de voir ce qui va être promulgué. Et donc, je pense que c'est même là où nous faisons, l'analyse que nous faisons ce matin ne peut pas être prise pour absolu. C'est qu'il faudra attendre que la nouvelle loi modifiée sorte avec la signature du chef de l'État pour être sûr que les dispositions concernant le mandat présidentiel et le mandat des députés, 7 ans, mais n'oubliez pas, sur cette question, n'oubliez pas qu'au départ, c'était 5 ans pour le président de la République, 4 ans pour les autres et tout. Et puis, il y a eu après une loi qui a été votée pour aligner tous les mandats de 5 ans. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas, de but en blanc, s'asseoir et dire que ce que le matinal a publié, que c'est ça qui va être promulgué. Il faudra attendre de voir ce qui va être promulgué pour vraiment approfondir le débat. Aubry Phileas Nyakaga, vous avez suivi Herman, vous avez suivi Fidèle Vodouno également, qui parle de quelques modifications majeures et de beaucoup d'autres modifications mineures. Il me semble que Herman me fait dire qu'il y a une loi ou un prolongement qui serait tombé sur la table de la Cour constitutionnelle qui l'a validé aussitôt. Mais moi, je pense que ce que nous avions entendu au lendemain de la révision de la Constitution ne diffère pas
vraiment de ce que j'ai lu sur le site du matinal. Et puis les députés sont toujours vivants. La loi finale que le chef de l'État promulguera, si vraiment il y a eu des ajouts qui ne sont pas sortis du laboratoire de l'Assemblée nationale ou des séances de l'Assemblée nationale, vous verrez des députés monter au créneau pour dire qu'il y a eu d'ajouts, il y a eu de retrait. Il n'y a que finalement la loi que le journal officiel nous publiera qui nous édifiera. Il n'y a que celui-là qui nous dit. Donc, nous faisons le débat, nos opinions, vraiment là sont liées sur ce que nous avons sous la main. Il faudra attendre la version finale pour voir qu'est-ce qui a vraiment été ajouté ou qu'est-ce qui a été modifié et qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a vraiment validé. Et pour vous, Aubry Phileas Nyankaga, pensez-vous qu'il est de bon temps qu'une loi révisée à l'Assemblée nationale soit complétée ou modifiée, ne soit pas promulguée de cette même version-là par le président de la République? Je l'ai dit, vous semblez vouloir me faire dire ce que je ne veux pas dire. Attendons la version promulguée du chef de l'État pour faire cette conclusion-là, puisque nous aurons l'occasion encore de faire ce même débat. Attendons la version finale pour opiner autour. Il y a que nous avions constaté, les députés nous ont dit, il y a eu rallonge du mandat présidentiel où il y a une modification, un prolongement de 2 ans. L'aliment pour les députés, un conseil de défense, c'est vrai, c'est une nouveauté que je lis. Moi, je découvre aujourd'hui puisque je n'ai pas pris la peine de lire vraiment ce que les députés ont révisé. Et les débats, je l'ai reproché, les débats étant souvent nocturnes, on a du mal à suivre jusqu'au petit matin. Donc, attendons la version finale du journal officiel pour opiner réellement sur ce sujet-là. Eman Aniambosu, ce que on peut lire dans la modification de l'article 44 de cette nouvelle constitution-là, bien sûr, sur le site du quotidien matinal, l'article publié le 20 novembre dernier, c'est que vers la fin de cet article-là, de l'article 44, Eman Aniambosu, il a dit que le président, ou quand on parle des conditions pour se présenter à l'élection présidentielle, on dit que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans, n'est de bonne moralité et d'une grande probité, ne jouit de tous ses droits civiques et politiques, n'est âgé de moins de 40 ans révolus et d'au moins plus de 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction, a été élu 2 fois président de la République et n'a exercé comme tel 2 mandats, n'est présent en République du Bénin. Et vers la fin, on nous dit que le président de la République et le vice-président de la République n'ont pas besoin de parrainage avant de se présenter aux élections. Non, je pense que cette lecture-là, pour moi, c'est une lecture parcellaire parce que sur l'âge des 70 ans, de toute façon, le crochet a déjà été fermé sur le fait qu'on ne peut pas être président de la République de 2 fois dans sa vie. C'est toujours précisé dans la nouvelle lecture-là. Je pense que les dispositions qui concernent un peu l'âge et les 2 mandats, c'est fermé. Ça concerne tout le monde. Maintenant, je crois qu'on a exonéré le président et le vice-président d'exercice de tout ce qui concerne leur présence sur le territoire au moment du dépôt des dossiers, état de bien-être complet, physique, mental et tout. Vous voyez, donc je pense que n'est du moins parrainé pas. Donc ça suppose que le chef de l'État qui est là pour un mandat peut facilement déposer son dossier pour se faire renouveler le mandat, lui et son colistier. Et donc c'est les autres candidats, ceux qui sont candidats à ce fauteuil-là, qui vont respecter toutes les consignes. Vous voyez un peu, c'est à cela que je dis que dans la nouvelle monture, il y a assez de modifications qui, ma foi, sont majeures. C'est des modifications qui touchent le cœur de la Constitution. Et donc oui, dire que c'est déjà ça et que c'est déjà ce que nous savions, non. Par exemple, ces dispositions-là n'étaient pas contenues dans celles qui étaient proposées à modifier au Parlement. Oui, je suis d'accord avec Aubry quand il dit que habituellement, si les débats étaient faits en journée, ça nous aurait permis vraiment d'entrer dans le cœur, parce qu'il y a la loi, il y a aussi l'esprit de la loi. Quel est cet esprit qui a guidé le législateur pour qu'il dise que toutefois, il précise à la fin, en alinéa 3 de l'article 44, toutefois le président de la République a candidat et son comité n'en sont pas tenus. Quel est l'esprit qui a guidé le législateur pour qu'il dise ça? Ça dit que désormais, désormais affaire de parrainage, ça ne concerne pas le chef de l'État en exercice, qui est, même s'il n'a fait qu'un mandat et qu'il souhaite renouveler son mandat à la tête du pays et tout. Je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels on devrait prendre peut-être le président de la commission des lois, Odel Aladati, l'honorable Odel Aladati, ou d'autres membres de la commission des lois, pour qu'ils nous expliquent un peu quel est cet esprit qui les a guidés. Et quand vous allez un peu plus en profondeur, quand ils ont parlé par exemple du Conseil national de la défense, article 62.1, comme je vous l'ai dit, on dit le Conseil national de défense
et de sécurité est seul compétent pour constater les faits de trahison militaire, notamment la désertion. Vous voyez, ça veut dire que à ce niveau, est-ce que ça voudrait dire que désormais c'est le Conseil national de défense qui porte devant la criette certains faits qui font par acte de trahison militaire? Est-ce à dire que désormais, de toute façon, je pense que c'est la Bible du Bénin qui a été modifiée ainsi, et même s'il faut des années d'explication, je pense que c'est ce qu'il faut se demander aux députés aujourd'hui, qu'ils aillent expliquer le contenu. Mais une fois la loi promulguée, parce que là, on aurait vraiment la dernière mouture de cette loi-là. Puisque vous en parlez, vous demandez à ce que les députés aillent vers la population pour expliquer cette nouvelle constitution-là. Fidèle Vaudou, les membres du gouvernement ont quand même annoncé cette révision-là dans nos villages, dans nos quartiers. Ils sont allés dire aux populations ce qui est de cette nouvelle révision de la Constitution. Mais pourtant, est-ce que vous pensez que cette population-là, de ce fait-là, a compris déjà que oui, telle chose a été modifiée, telle chose a été réajustée et que ça peut aller? Vous me donnez des fonctions que je n'ai pas. Je suis pas porte-parole du peuple béninois. Par excellence, je crois que le porte-parole numéro 1 du peuple béninois, c'est le président de la République, et que les députés à l'Assemblée nationale en sont nantis aussi. J'ai pas ce privilège. Cela dit, c'est déjà une très bonne chose que les députés aient pris l'habitude depuis quelques années de retourner vers les mandants, les populations, leur expliquer ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. C'est à saluer selon moi. Cela dit, pour ce qui est des dispositions que relaie, je pense que le débat se fait. C'est ce que nous faisons là, tout de suite, par exemple. Le débat se fait. Et quand on regarde la Constitution, ce n'est pas pour rien que les gens étudient 10 ans, 20 ans après le bac pour ne parler que Constitution. C'est qu'il y en a des spécialistes qui savent de quoi ça retourne. Bien évidemment, on dira que c'est des sens populaires et que c'est le peuple. C'est là tout le débat. Vous vous rendez compte, tout ce que nous mettons sur la tête du peuple, et donc nous constatons dans certaines situations que le peuple n'a pas justement les capacités d'appréhender, d'apprécier les choses comme nous le voudrions, et que ce que nous demandons souvent au peuple, c'est cette caution populaire qui n'est pas forcément une caution pertinente, qui n'est pas forcément une caution réfléchie véritablement. Il y a des dispositions de la loi qui sont forcément réservées aux spécialistes de la question, ou quand même en tout cas à l'élite qui sait un peu de quoi ça retourne. C'est un peu ça. Maintenant, quand on en vient aux modifications de la loi, moi je voudrais faire la précision. J'ai dit, il y a ce sur quoi on a le plus communiqué, et vous conviendrez avec moi que c'est ça qui focalisait les attentions des uns et des autres. La question de l'alignement des mandats de 7 ans, la question du Sénat, voilà, la question de la trêve politique. Et donc, c'est les questions majeures qui focalisaient l'attention. Et vous n'êtes pas sans savoir que durant leur périple, les députés exposaient ce qu'ils ont fait et que les populations, à leur tour, posaient des questions. Les populations posaient des questions. Donc, je suis persuadé que de ces questions, de ce dialogue-là, eh bien, la lumière a certainement jailli et a permis aux uns et aux autres de comprendre. Et ce n'est pas pour rien, certainement, que le chef de l'État aussi est placé en dernier ressort pour promulguer. Ce n'est pas pour rien qu'avant que le chef de l'État procède à la promulgation, que la Cour constitutionnelle, qui, elle, est nantie quand même de spécialistes de la question, puisse justement voir si ceci est en conformité avec véritablement l'esprit de notre, de la loi fondamentale, si je peux le dire ainsi. Donc, il y a tout un cheminement et nous sommes en droit de faire la polémique, de remettre en cause. Ça participe de cette vitalité que nous appelons de tous nos voeux. Mais il y a quand même que notre pays dispose d'un dispositif, si je peux le dire ainsi, qui permet donc de tamiser et de pouvoir nous sortir une version qui soit véritablement en conformité avec l'esprit de cette loi fondamentale là, avec l'esprit c'est-à-dire cette notion de fondamentale dont on parle là, qui soit en conformité. Donc, pour moi, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Il y a, je reconnais, des dispositions sur lesquelles, comment vous les appelez, les amateurs peut-être de la chose comme nous, ne comprenions peut-être pas véritablement quelle en est la quintessence. Et il appartiendrait aux spécialistes d'éclairer les uns et les autres. Il appartiendrait à la Cour constitutionnelle d'éclairer les uns et les autres. Mais je pense que en l'état actuel des choses, les modifications majeures me semblent-ils claires pour tout le monde. L'alignement des mandats pour l'année électorale nous a amené au septennat. Et puis, ce que moi je relève souvent dans cette affaire-là, c'est que nous avons tendance
à régler tous les problèmes en situation. On a tendance à régler. C'est vrai, nous avons la mission, et ça, je parle de façon peut-être abusive, de préparer le terrain pour les générations futures. C'est d'ailleurs cela, la mission première de tout homme sur terre et plus encore des gouvernants. Mais il y a forcément une portion qui nous échappe et qui constituerait quand même le chantier des générations futures. Donc, je suis sûr que les députés, aussi bien les députés que les sages de la Cour constitutionnelle, encore moins le chef de l'État, n'ont pas la prétention d'avoir à faire quelque chose d'irréprochable, de chez irréprochable, et qu'il n'y a plus rien à dire. S'il n'y avait plus rien à dire depuis 90, on n'en serait pas là. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles on a fait la polémique, on a estimé que non, jamais de jamais. Mais nous voilà en situation. Vous et moi, nous continuons d'estimer que non, la HAC n'est pas assez représentative des professionnels des médias, et ce n'est pas normal. Alors même que nous oublions que c'est encore Patrice Talon qui a proposé, dès sa prise donc de pouvoir, qu'on puisse aller en profondeur dans les réformes qui permettent une meilleure représentativité. Je ne voudrais pas parler de l'ordre des médecins, je ne voudrais pas parler de l'alignement des mandats dont nous parlons aujourd'hui. Il y a plein de choses qui avaient été annoncées. Mais puisque nous restons simplement attachés sans vouloir vraiment aller en profondeur, nous n'avons pas voulu en ce moment. Maintenant, nous sommes en situation et je crois que si les choses sont en l'état, c'est que ça doit être ainsi et que, chemin faisant, on peut toujours revenir là-dessus. En tous les cas, nous savons aujourd'hui que le caractère inviolable que nous consacrons à la Constitution n'est plus véritablement aussi inviolable que ça. L'essentiel, c'est de souhaiter qu'à un moment ou à un autre, donc des défis de notre pays et de son évolution, nous puissions trouver les voies et moyens justement d'aligner notre loi fondamentale sur les exigences de l'heure. Voilà. L'autre article qui a été modifié est l'article 80 qui parle des députés à l'Assemblée nationale. L'article dit que les députés sont élus au suffrage universel direct sur des listes de partis politiques. La durée du mandat est de 7 ans renouvelable. Et l'alinéa 2 précise que tout député qui, par démission, cesse d'être membre du parti l'ayant présenté à l'élection législative perd son mandat. Oui, mais vous avez entendu le ministre, je pense, de l'Intérieur, au cours de sa tournée, l'expliquer. Il a redit, notre constitution n'étant pas une Bible, encore que la Bible a été révisée une fois et on a un Nouveau Testament, on a un Ancien Testament, mais voilà, deux versions de la Bible, donc c'est un test perfect. Les versions de la Bible ne veulent pas forcément dire que la Bible a été révisée. Justement, c'est là, je vous dirais qu'il y a aussi eu des modifications mineures et des modifications majeures dedans, comme, voilà, exactement. Alors, la Constitution n'étant pas une Bible, elle est perfectible. Je pense que nos dirigeants actuels ont pris en compte tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont vécu, des problèmes politiques, pour tailler un peu. C'est-à-dire, lorsque vous lisez des dispositions, il n'y a que des textes qui sont taillés pour régler des problèmes de l'heure. Et lorsque la situation changera, justement, sous un autre régime politique ou sous une autre dimension politique, on ira encore vers la révision de la Constitution pour aussi régler les problèmes de cette heure-là. Puisque vous aviez vu ce que la transhumance a été sous le régime de la rupture, ça n'a pas commencé sous la rupture. Sous Yahi, on l'a vu, G13, G, tout ce qu'il y a eu pour s'affirmer. Alors, pour régler justement le problème de transhumance, qui n'est pas nouveau. Un député hier me disait que lui s'attendait à ce que les 6 ou 7 députés démissionnaires du parti, les démocrates, perdent automatiquement leur siège et qu'on l'appelle les suppléants pour s'installer. Et qu'il ne l'a pas constaté. Alors lui, il s'émeut ou il s'étonne que ce même gouvernement propose que quelqu'un perde son statut de député lorsqu'il quitte le parti. Il pense que c'est une volonté d'obliger les mouvanciers en son sein à claquer la porte ou à montrer leur frustration, même quand tout ne serait pas bon à leurs yeux. Donc, les jours à venir, vous verrez, la Constitution subira encore et encore des révisions dans ce pays. Eman Aliambossou, oui, vous avez aussi suivi, vous avez lu cet article-là qui parle du député qui démissionne et qui perd en même temps son mandat. Oui, c'est ce que le débat va se faire. Parce que le député qui démissionne du parti qu'il a fait élire perd son mandat d'office. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on contraint ainsi le député à rester obéissant au parti jusqu'aux prochaines élections. Alors que n'oubliez pas qu'il s'agit d'un mandat de 7 ans désormais. Est-ce que c'est une loi qui tend à vraiment garantir au peuple sa souveraineté? Parce que le député peut démissionner parce que ses mandats le lui ont demandé. Le député peut démissionner parce que c'est sa base qui lui a dit, écoute, vu ce qui se passe dans le parti, démissionne. Bon, mais je pense que si le but, c'est de travailler à ce qu'il y ait une trêve politique, une certaine trêve, à ce que le chef de l'État puisse mettre en œuvre ça pour le développement, je pense que
c'est une bonne chose. L'autre disposition également sur laquelle on pourrait revenir, c'est l'article 113.3 de la Constitution. Parce qu'à ce niveau, on parle de la composition du Sénat. Le texte qui avait été soumis au vote nous parlait d'anciens hauts gradés de l'armée. Mais désormais, on dit, sont désignés par le président 5 personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité. Ça voudrait dire que le texte a été modifié, mais substantiellement. Ça a été vraiment modifié dans son essence même, parce qu'au départ, c'était qu'il y avait les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale élus et la moitié de leur mandat. Il y avait aussi les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, mais l'ancien texte disait qu'il y avait aussi les hauts gradés, les anciens chefs d'état-major. Je pense que désormais, c'est changé, mais je pense que le changement également intervenu à ce niveau, c'est qu'on dit que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale peuvent désigner un homme complémentaire de membre de ce Sénat-là. Je faisais la question à mon confrère de savoir si les explications données par les députés et aux populations étaient suffisantes. Non, je ne pense pas. Parce que tant que vous n'avez pas le texte en main, tant que vous n'avez pas les nouvelles dispositions en main, vous ne pouvez pas opiner valablement sur les modifications qui ont été apportées et aller voir quel est l'esprit qui a guidé cette écriture-là de la loi. Et donc, je pense que les députés sont juste allés expliquer aux populations, écoutez, nous avons retouché la Constitution, la polémique sur la copie de l'activité, ça n'a pas de sens. La polémique sur le nombre de gens ayant été votés, ça n'a pas de sens. On a le mandat de 7 ans, oui, c'est bon, c'est acté et tout. Mais je voudrais qu'une fois que la loi est promulguée, qu'on puisse avoir des députés. Crystal News est ouvert pour que des députés puissent aller. De toute façon, nous, on fera la démarche. Je demande à Crystal News de faire la démarche envers ces députés-là pour qu'ils nous expliquent concrètement des dispositions. On prend des dispositions clés et on doit pouvoir les expliquer comme ça participer un peu de la divulgation de la loi modifiée. Fidèle Vaudounan, vous avez suivi Emmanuel Yabossou, mais quand on va laisser cet article-là de 113.3 comme il a annoncé, et on va rester avec l'article 113.4 qui dit que nul ne peut siéger au Sénat au-delà de 85 ans d'âge, et l'article qui met une exception pour la première mandature, ce qui a été mentionné par le président de la commission des lois après la présentation du rapport. On dit aussi dans cet article que les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques, ils sont soumis à l'obligation de réserve politique. Alors qu'on sait que les membres de ce Sénat-là sont des anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale ayant fait la moitié de leur mandat, et également les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Quand on change à un politicien devenu ancien président de ne plus être partisan de la politique. Oui, c'est ça qui vous fait dire que le président Nicéphore Dieudonné Soglo serait devenu zinzin, et quand il apprécie ce qui se fait par celui qui passait quand même pour être son poulain, le président Patrice Talon, on estime que non, le vieux, ce qu'il dit là, bon voilà, Gagné Soglo qui monte au créneau. Non, je crois qu'il faut que nous soyons sérieux. Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays pour reconnaître que ce qui donne le statut sacré à un ancien président de la République, qui donne d'ailleurs de la valeur à son propos, c'est cette neutralité-là qui est consignée dans la Constitution dorénavant. Je vous demanderai, même si ce n'est pas véritablement mon rôle sur ce plateau, ce que nous avons pu gagner de cette ambivalence-là à la tête donc d'une formation politique de l'opposition, d'un ancien président de la République, qui voudrait bien jouer les missions de bons offices, qui se retrouve encore président de parti d'opposition. Quand il parle, vous arrivez à faire la part des choses, vous arrivez à distinguer l'ancien président dans sa chemise de sagesse et l'acteur politique opposant numéro 1 au régime, en train de remettre en cause les actions publiques, l'action de la gouvernance de celui qui est au pouvoir, par exemple. Sauf que je continue d'être la seule personne qui pose des questions sur ce plateau, Fidèle. Et à votre avantage, je finirai sur la question à votre avantage. Donc, c'est pour vous dire que tout n'est pas parfait. Je suis de ceux qui pensent que tout n'est pas parfait, mais que nous devons pouvoir mettre la main sur ce qui marche. J'ai ce défaut, je l'ai dit à maintes fois sur ce plateau, de voir le verre à moitié plein, moi. Parce que quand vous regardez autour de nous ce qui se passe, vous devez avoir ne serait-ce qu'un début de fierté. Parce que ce n'est pas une question de position, c'est une question de lecture. Maintenant, quand on revient sur votre question, quant à la position, au statut de l'ancien président de la République, il faut qu'à un moment donné de notre histoire, qu'on puisse s'asseoir pour dire, les sages, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez autour de nous, dans les pays où il y a quand même des personnalités à qui on fait recours. Aujourd'hui, nous on fait recours à qui au Bénin? On a fait recours au président Yahi Boni, qui est président du parti LD, par exemple. Vous donnez quel poids à son propos? Quand même, c'est un ancien président de la République.
est-ce que son statut, sa neutralité est établie pour que nous puissions faire confiance à son pouvoir alors qu'il est intéressé. C'est à vous de nous le dire. Alors qu'il est intéressé, donc c'est c'est de bon sens, en réalité, c'est de bon sens. Tout le monde le sait, même l'enfant qui est je sais que quelqu'un qui est intéressé, qui a intérêt d'ailleurs à noircir la gouvernance de celui qui est au pouvoir, ne peut pas venir donner des conseils avisés. Ce n'est pas possible. Donc, cette disposition, me semble-t-il, règle un problème centenaire au Bénin où on a, même si vous retournez, nous n'en sommes pas contemporains peut-être, mais nous avons lu l'histoire. Oui. Les rivalités entre Aroma Degbe et Garpeti et tout ça. Vous avez vu ce qui en était? L'autre était là, l'autre était au pouvoir, l'autre sabotait. Mais il faut qu'on arrête un jour. Il faut qu'un jour arrive et que nous disions maintenant acte. Si un ancien président de la République pense qu'il doit pouvoir continuer par remettre des bâtons dans les roues de celui qui est au pouvoir, et donc il s'abstient d'aller au Sénat. Mais les dispositions constitutionnelles s'imposent à lui dorénavant, entre autres la trêve politique, pour qu'on puisse à un moment donné, parce que la question fondamentale qu'on ne se pose pas souvent, c'est qu'on a comme l'impression que quand nous analysons, c'est un peu comme si la loi elle est révisée pour Patrice Talon, pour une partie pour les acteurs de la mouvance. Non, la loi elle s'impose à tout le monde, tous. Bien sûr. Nous sommes tous sous la loi et non au-dessus de la loi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça voudrait dire que si demain ceux qui sont là ne sont plus là, la même loi parlera pour eux comme pour ceux qui seraient là et ainsi de suite, quitte à ce qu'on décide encore à un moment ou à un autre, on en jugera de la pertinence ou pas, de retoucher à la loi. Donc sur cette disposition concernant justement les anciens présidents de la République, c'est plus que utile pour qu'à un moment donné, on puisse se consacrer véritablement au développement dans notre pays et finir avec les querelles politiques, querelles conduites, menées malheureusement par d'anciens présidents de la République, ce qui galvaude quelque peu ce titre-là, qui devrait être un recours de sagesse, un recours de stabilité, un recours de neutralité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et si c'est constitutionnalisé, je pense très sincèrement que c'était important que justement on en vienne à cette disposition-là. Je voudrais finir pour vous dire qu'il y a que les terminologies parfois nous font glisser sur des terrains où véritablement la polémique n'existait pas. C'est pour parler de cette fameuse disposition, ce fameux alinéa dont vous parlez tout à l'heure sur l'article 113.4 ou point 3, je ne sais plus trop. Point 4. Relatif donc au haut gradé dont on parle. Ce qui a été colporté dans la population d'abord, je ne sais pas si elle m'en a fait attention à ça, c'est qu'on a parlé d'anciens chefs d'État, enfin des chefs d'État-major. D'accord? On a parlé des chefs d'État-major. C'est ça que nous avons entendu en réalité. Mais il y a ce que nous colportons dans la population et ce qui est écrit et ce que les députés analysent à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai eu cette précision au cours d'un débat dans un groupe de discussion WhatsApp pour comprendre qu'en réalité, on parle de gradés ayant occupé de fonctions de commandement. Donc, ça change tout. Ou presque. Donc, c'est des questions de terminologie. Et ce qui me gêne, moi, dedans, c'est cette propension que nous avons à attribuer une modification a posteriori au chef de l'État ou je ne sais pas où, à la Cour constitutionnelle. Non, nous sommes un État sérieux et les députés font quand même un travail à l'Assemblée nationale. Les contingences liées, c'est pas que voilà, on a travaillé la nuit ou le jour. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces polémiques-là. Mais qu'est-ce qu'une opposition n'inventerait pas dans les conditions actuelles pour exister? Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations parce que si on rentre dans ces considérations, on pourrait dire encore des choses plus graves sur cette opposition-là même en lien avec le vote donc justement de cette loi-là. Mais bon, on va pas en rajouter. On ne va pas rajouter à la polémique. Mais je pense dans tous les cas que ce que nous avons en face de nous est en parfaite harmonie avec ce que les députés ont traité à l'Assemblée nationale, quitte à être contredit justement par ces députés qui vivent quand même encore dans ce pays. Étiez-vous à l'Assemblée nationale? On n'a pas quand ceux-là qui y étaient disent quels sont ceux qui y étaient? Je vous donne l'exemple de l'honorable Orokoubou qui dit par exemple... C'est qui l'honorable Orokoubou? Vous ne le connaissez pas? Non, mais si vous ne le connaissez pas, vous êtes un journaliste, je vous le dis. Moi, je l'ai connu même par ailleurs avant qu'il ne soit député. Et il est député du parti Les Démocrates. Et ce parti politique-là, vous savez ce qu'il en a été de leur présence dans le Parlement et de leur position dans le Parlement pendant que la loi était votée. Et en l'occurrence, l'honorable Orokoubou, je ne sais pas si vous connaissez quelle était sa position par rapport à l'Assemblée nationale quand c'était voté. On ne vous dit pas tout. Et moi, dans ma position de critique journalistique, je ne me contente pas de ce qu'on me rapporte. J'analyse le contexte général et je vois la position de celui qui est en train de parler parce que ce que vous ne savez
savez peut-être pas, mais vous faites de ne pas savoir, parce que je sais que vous le savez, c'est que tout informateur gentil, comme vous me le décrivez là, est avant tout un manipulateur. Justement, fidèle, comme vous avez le secret des dieux, c'est pourquoi je vous dis, quelle est sa position dans cette Assemblée nationale? Je vous ai souvent dit ici que j'ai beau être vaudouron, j'ai beau être bocoron, mais je ne fais pas du charlatanisme dans le journalisme. Nous analysons simplement les faits. Mais les propos rapportés là, les tentatives de manipulation d'acteurs politiques, en l'occurrence de l'opposition, il faut savoir prendre ça avec la pincette, il faut savoir remettre ça dans le contexte général. Quand même, c'est vous qui nous disiez que vous n'étiez pas le porte-parole du gouvernement, encore moins des députés de la mouvance présidentielle. Mais on vous voit défendre. Je ne vous le fais pas dire. Fidèle Vaudounon. Aubry, Phileas Diakadia, vous avez suivi Fidèle Vaudounon qui parle des membres du Sénat. Et quand on nous dit que les anciens présidents qui deviennent, ou les anciens présidents de la République, de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, qui deviennent désormais membres du Sénat, doivent devenir des hommes qui n'ont pas à faire. Ce ne sont pas des partisans de la politique. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cela? Quand on veut changer, coûte que coûte, un politique. Tout citoyen béninois soucieux du développement de ce pays doit s'en réjouir, puisque la même loi s'appliquera bientôt à Patrice Talon comme ancien chef de l'État. Et on verra bien. Patrice Talon, patron absolu du BR, de l'UP, tout le monde sait. C'est deux partis dont il a totalement le contrôle, dont il décide. À qui il donne des consignes, même quand on se réfère à ses propos. Ce sont deux gros partis qui l'accompagnent dans sa gouvernance actuelle. Alors, au soir de la fin du mandat de Patrice Talon, il devra quitter résolument la politique, comme le texte l'a dit. Alors, et puis il y a eu aussi, serait contraint, obligé de quitter la tête du parti Les Démocrates, tant qu'il veut siéger au niveau du Sénat. Lorsque les deux n'auront rien à défendre, c'est-à-dire, je sais qu'ils ne manqueront pas de donner des consignes au niveau de ces partis. Mais vous connaissez le Béninois. Quand vous n'êtes pas en position de décideur, quand ce n'est pas vous qui décidez justement ou directement des choses, attendez voir ce que tout le monde ne s'aligne pas comme vous voulez. Et dans une organisation où Talon devient neutre, Yaïboni devient neutre. Je ne sais pas si Soglo, l'âge permet à Soglo d'être... Il peut être de cette première mandature-là. Ok, bien sûr, parce qu'il y a une exception. Lorsque les rivalités politiques seront cachées, puisqu'elles existeront toujours, seront cachées, je pense qu'ils seront obligés de se réunir autour de quelque chose qui ne pourra qu'être que le développement, qui ne pourra pas, puisqu'ils ne pourront plus s'asseoir et discuter, même s'ils doivent parler politique, ce serait s'envoyer quelques petits pics, mais qui n'auront pas grand effet sur les acteurs politiques béninois directement. Eman Aniambosu, vous aussi, sur cette même question. Oui, je pense que la question des membres du Sénat sont soumis à une obligation de réserve politique. Je pense que c'est ce qui avait été en tout temps ajouté dans l'opinion. C'était de faire en sorte que celui qui, par exemple, a déjà géré le pays à un si haut niveau, ne puisse pas après, à la fin de son mandat, donc au sortir de son magistère, ne puisse pas se lever, entrer encore en politique. Je fais partie de ceux qui ont pensé depuis des années que effectivement il fallait créer un organe que je n'ai pas nommé. J'ai pensé en son temps à ce qu'on retourne au Conseil de la République, HCR, et qu'on fasse en sorte que celui qui a gouverné ce pays ne puisse pas se retrouver en politique et donc être encore au devant de la scène pour revendiquer quoi que ce soit, étant donné qu'il a eu à gouverner ce pays, étant donné qu'il a eu à occuper les hautes fonctions de ce pays-là. Et donc oui, qu'on fasse désormais en sorte que, et vous avez dû constater avec moi que le président Mathieu Kofi Nago, est-ce que vous le voyez encore prendre position, à part l'ancien président Adrien Gwedi qui lui, à un moment donné, a tenté de revendiquer son renouveau, son arc-en-ciel et tout. Son R de l'UP. Son R de UP, le renouveau, voilà. Donc, je pense que c'est une réforme, pour ma foi, qui vient assouvir une petite, la crainte que j'avais, qui vient assouvir un peu tout ce que j'avais fait comme revendication en son passé. Mais malheureusement, vous constatez avec moi que les journalistes que nous sommes, on fait des analyses, mais après, personne ne vous reconnaît ce que vous avez fait, sauf si la HAC décide de vous faire décorer. Pour revenir aux dispositions de l'article... On va vous signer un droit d'auteur. Oui, malheureusement, c'est ce que nous faisons. On fait des analyses qui sont peut-être prises en compte, mais après, bon, malheureusement, on ne continue pas. Pour venir un peu à la disposition 113.3, vous savez, le peuple périt faute de connaissances. Le peuple périt faute de débat aussi. C'est ce que moi je fais par extension. Le peuple périt faute de débat. Et ce qui s'est passé en 1989, donc 90, pour qu'on ait la Constitution, c'est qu'il y avait une élite qui avait pensé que oui, ils détenaient la science infuse et ils pouvaient faire établir la Constitution. Après, on divulgue, après, on passe au référendum et tout. Laquelle élite avait pensé en sortant qu'il serait difficile d'avoir les 4/5e de l'Assemblée nationale.
Mais il s'est révélé après des années qu'on peut même avoir l'Assemblée nationale totalement acquise à sa cause. La preuve de la modification a eu lieu et tout. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est quoi? Quand on dit par exemple que les membres sont désignés, oui, on parle voilà, on dit ils sont désignés par le président de la République, des personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense de sécurité. Mais on a vu dans ce pays des chefs d'état-major, un chef d'état-major général de l'armée, qui après la fin, qui est descendu de ce fauteuil-là, mais qui est toujours resté en fonction parce qu'il n'avait pas encore atteint l'âge d'aller à la retraite. Et donc il peut arriver que dans l'histoire de l'armée, qu'on ait un chef d'état-major général d'armée qui soit très jeune, au point où à la fin, on le saute, on l'enlève de là, on positionne quelqu'un d'autre et que celui-là retourne encore servir ailleurs. Oui. Vous voyez, donc il devient, dans ce cas, il devient un ancien, mais il est toujours en fonction. Et donc il va falloir faire attention. C'est pour ça que nous avions souhaité en son temps que les débats soient ouverts, que les débats soient faits, pour que les gens puissent recueillir peut-être des propositions que les populations, que les gens éclairés dans chaque secteur pouvaient leur faire. Bon, malheureusement ou heureusement, la loi ayant été votée aujourd'hui, on attend sa promulgation et puis bon, basta. On va passer à autre chose. Mais je reviens toujours sur l'aspect qui consiste à dire que oui, la loi est taillée sur mesure. Et dans tout pays, vous passez, ceux qui sont là taillent la loi sur mesure. Fidel ne sera pas d'accord avec vous. Comme ça a été le cas il y a combien? Il y a 30, il y a 35 ans, ou c'est pas 90, oui, il y a 35 ans. Comme c'est le cas encore aujourd'hui, la loi est taillée sur mesure. Après, vous allez voir, d'ici peut-être 5, 10, 15, 20 ans, il y en a qui seront là pour dire attention, vu nos intérêts du moment, il faut revoir encore la Constitution et tout. Donc voilà, on ne peut que faire avec ce qui est là. Mais ce qui a souhaité, c'est que les débats soient ouverts et qu'on puisse vraiment s'écouter. Fidel Vodounon, je vous pose la question de savoir, aujourd'hui, les députés ou le président de la République, le prochain bien sûr, qui sera élu, et les élus locaux et communaux, je veux parler des maires et des conseillers et communaux et locaux, ont déposé les dossiers pour les prochaines élections avant la promulgation de cette loi-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vont-ils faire 5 ans ou 7 ans désormais? Il faudra poser la question à ces députés qui ont voté, ou dans une certaine mesure à la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il doit y avoir un des recours qui concernait ces questions-là, et je pense que c'est vidé. C'est un peu comme si vous vous demandez si le chef de l'État ne pouvait pas se repositionner, considérant que nous sommes dans une nouvelle république. Ce n'est pas moi de le dire, Fidel Vodounon. Vous avez toujours dit qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle république. Et donc dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions, je peux vous dire, la loi, c'est un peu comme la polémique que nous avions faite sur les députés démissionnaires de LD. Les gens ont cru que voilà, la loi ayant été votée à l'Assemblée nationale devient exécutoire. Non, la loi vient à présent d'être promulguée, enfin je l'espère, parce que le Conseil des ministres actait la décision donc de conformité de la Cour constitutionnelle, et puis on verra dans tous les cas. Les élections législatives c'est déjà en janvier, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc il appartiendra donc aux instances judiciaires à apprécier justement cette situation. Mais pour ma part, je pense que si on reste dans l'esprit de cette réforme constitutionnelle là, en l'occurrence celui de l'alignement des mandats et surtout de l'année électorale, eh bien je pense que cela se passe de commentaires, que l'on puisse justement aller vers les mandats uniformisés. Donc pour vous, ça doit être 5 ans. Pour moi, ça devrait pouvoir pour le président de la République s'appliquer à l'aune donc de la Constitution qui vient d'être promulguée, je pense. Fidel, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? C'est très explicite, c'est peut-être vous qui ne voulez pas comprendre. Justement, je n'arrive pas à comprendre. Si vous voulez dire, si nous considérons à l'aune donc des explications du Conseil des ministres que la nouvelle Constitution, si on peut le dire ainsi, est promulguée, quel blocage vous voyez à ce que les mandats nouvellement évoqués soient attribués, soient exécutés par les nouveaux mandats, d'autant plus que nous sommes en train d'aller vers des élections. Je vous aurais compris, Fidel Vodounon. Aubry Phileas Nyankaya, les députés et tous ceux-là qui vont aux élections présidentielles et communales et autres ont déposé les dossiers avant la promulgation de cette loi, bien sûr. Dites-nous, pour vous, est-ce normal qu'on applique cette affaire de prolongement du mandat, c'est-à-dire 7 ans pour eux tous, ou il faut faire 5 ans et maintenant, pour les prochaines ou pour d'autres échéances politiques, on puisse appliquer cette nouvelle constitution-là? Oui, mais ma raison ou mes sentiments personnels ne changeront pas grand-chose dans les textes votés. Il y a des textes qui sont votés, promulgués, qui désignent clairement le mandat de chaque acteur. Le président pour 7 ans, les députés pour 7 ans, les maires pour 7 ans. Cela veut dire que nous tendons tous
tout doucement vers une année électorale dans 7 ans. Une année électorale et ma foi, le gouvernement fera tout aussi pour aligner tous les autres mandats de conseil et autres sur 7 ans. La loi est très claire. La loi je n'ai pas lu quelque part, on a dit 5 ans pour certains, 7 ans pour d'autres. La loi est claire, elle s'appliquera. Il n'y a que la Cour constitutionnelle pour revenir peut-être nous dire les conseillers ayant déposé avant 5 ans peuvent faire 3 ans, 2 ans, 1 an. Je ne suis pas constitutionnaliste et je ne travaille pas à la Cour constitutionnelle. Je constate comme tout le monde que le mandat désormais est de 7 ans et s'appliquera à tout le monde. Est-ce que le problème se pose même si Casimir est élu pour 7 ans, il estime qu'il doit faire 5 ans, il n'a qu'à faire 5 ans et laisser la place à son Encore suppléant. que je n'ai pas déposé les dossiers pour les prochaines élections. Emmanuel Niambossou, vous qui êtes juriste, vous, dans ce cas précis-là où les dossiers ont été déposés avant que cette loi ne soit promulguée, dites-nous, qu'en sera-t-il de son application? Bien qu'on sache que, oui, il a été dit que cette constitution entre en vigueur le jour de sa promulgation. L'acte consacre l'entrée en fonction de ceux qui ont déposé leur dossier, c'est leur élection et c'est leur installation. Et donc, une fois que l'élection a lieu avant ou après la promulgation de la voilà, une fois que l'élection a lieu après la promulgation de la loi, c'est que la loi s'impose comme telle à ceux qui seront élus. Et tout à l'heure, ils ont rappelé avant moi que le 26 décembre prochain démarre la campagne pour les législatives. Et donc, une fois qu'ils ne sont pas encore élus, la nouvelle loi promulguée leur sera appliquée. Oui, sur l'animaux de mandat, je pense que ceux qui sont là aujourd'hui et qui quittent, ils savent qu'ils finissent leur mandat très prochainement après l'élection et que ceux qui seront élus vont faire les 7 ans. Pour ma part, il n'y a pas de polémique autour de cette question. C'est 7 ans, ceux qui sont élus, aussi bien le président de la République, les députés, les maires, ils sont là pour 7 ans, renouvelables. Mais voilà un autre aspect de la question sur lequel on n'est pas revenu. C'est sur le caractère renouvelable du mandat des députés. Les députés, entre-temps, pour la loi qui était en vigueur jusque-là, n'étaient pas rééligibles à volonté. Mais désormais, la loi qui sera promulguée, la loi dit oui qu'ils sont élus pour un mandat de 7 ans renouvelable. Donc, désormais, le boulevard est ouvert. De sorte que le député qui est élu 7 ans, il peut se faire élire autant de fois qu'il le veut ou autant de fois que Dieu lui accorde la longévité sur cette terre. Donc, oui, qu'est-ce qui a prévalu à ce changement-là, à cet esprit-là, pour que les mandats qui étaient permis, on leur disait, écoutez, pas plus de 2 mandats à la tête ou bien plus de 3 mandats à la tête en tant que député. Qu'est-ce qui a fait que désormais on dise le député peut être député à vie? Vous voyez, donc, c'est ça partie des éléments pour lesquels on attend des explications, malheureusement. Est-ce qu'on les aura ou on ne les aura pas? Toujours est-il que le débat se fera au fur et à mesure. Et bon, voilà, le peuple béninois est très résilient, attentif, attentiste et tout. Et puis bon, on attend de voir ce que tout cela va donner une fois que la loi sera promulguée. Mais de toute façon, je suis sûr que nous reviendrons ici pour faire le débat parce que la loi promulguée va peut-être nous donner des surprises. Peut-être que ce que nous faisons comme débat là, ce n'est pas encore le débat de tout qu'il faut comprendre à travers cette révision de la Constitution. Mais toujours, on reste à l'écoute, quoi. Emmanuel Niambossou, rapidement, une petite question pour terminer avec vous. Si vous pensez que c'est normal que, parce que les élections doivent avoir lieu après la promulgation de cette loi, il faut que ça soit appliqué à tous ces élus-là. Ça dit aussi que le Sénat sera aussi installé avant l'installation du nouveau président, puisque l'article 53, le dernier alinéa, nous dit que le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres membres de la dite Cour, l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat et de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes. Non, je pense que c'est pas évident que le Sénat soit installé avant, parce que les dispositions sont prises forcément pour que le Sénat puisse avoir, c'est pas un règlement intérieur, que le Sénat puisse avoir un bureau, et dedans, on vous dit également que au niveau du bureau du Sénat, il y a un rapporteur, un vice-rapporteur qui est désigné, mais qui n'est pas considéré comme membre du bureau. Je ne suis pas sûr que le Sénat soit installé avant l'élection présidentielle à venir. Et ce qui est certain, il y aura des dispositions transitoires. Vous allez voir que dedans, à la fin, ils vont préciser, dispositions transitoires, que oui, pour l'installation du Sénat, ce serait après l'élection présidentielle de 2026. Vous allez voir que, connaissant un peu comment les hommes politiques ou les acteurs politiques fonctionnent, vous allez voir qu'il y aura un peu, comme ça l'a été pour la toute dernière révision intervenue, des dispositions transitoires qui vont forcément nous dire à partir de quand s'applique telle nouvelle mesure imposée dans la Constitution. Fidèle Vaudounon, rapidement, ne pensez-vous pas que la loi va être appliquée
appliqué à certains et à d'autres, ça ne va pas être appliqué quand on dit que le serment du président, du prochain président bien sûr, quand on doit s'en tenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, sera reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres membres de cette Cour-là, de l'Assemblée nationale, des bureaux du Sénat. Est-ce qu'on pourrait installer le Sénat avant l'installation du prochain président? C'est relatif. C'est relatif dans la mesure où je ne sais pas qui installe le Sénat. Alors si celui qui doit installer le Sénat est là, je ne vois pas où est le problème. Il appartiendra, dans tous les cas, Eman le disait tout à l'heure, il y a la loi et ce n'est pas pour rien que quand, malheureusement, il s'agit cette fois-ci de la Constitution, mais quand on a une loi, il y a quand même les décrets d'application. Et c'est ça qu'on peut mettre peut-être à l'aune, je ne suis pas juriste, des dispositions transitoires qui permettent de trouver les mécanismes d'application de la loi, de mise en œuvre de la loi. Donc, pour moi, le problème ne se pose aucunement. Ce n'est même pas nécessaire ou, je ne sais pas, primordial d'avoir un bureau, un local et tout ça avant que les gens ne puissent être installés et pouvoir faire leur travail. Donc le problème ne se pose pas particulièrement au fait même de remettre en cause justement le fonctionnement des institutions de la République. Voilà. Aubry Phileas Nyankaya, pour finir. Oui, Fidèle l'a dit, je partage totalement son avis. Le problème ne se posera pas puisque au-delà de la loi, il n'y a que le législateur mettra en place des mécanismes pour arriver à bon port, arriver à mettre en application cette loi-là. C'est tout pour ce numéro de votre émission Que dit la presse, l'avant-dernier numéro de cette semaine. Nous sommes, je rappelle, le jeudi 18 décembre 2025. Nous avons fait avec Aubry Phileas Nyankaya, Fidèle Vodouno et Eman Aniambosu. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour le dernier numéro avec Serge Aviguel.